En effet, les navires de la compagnie péninsulaire qui font le service des mers de Chine ont un sérieux défaut de construction. Le rapport de leur tirant d'eau en charge avec leur creux a été mal calculé. Et par suite, ils n'offrent qu'une faible résistance à la mer. Leur volume, clos, impénétrable à l'eau, est insuffisant. Ils sont noyés, pour employer l'expression maritime. Et en conséquence de cette disposition, il ne faut que quelques paquets de mer jetés à bord pour modifier leur allure. Ces navires sont donc très inférieurs, sinon par le moteur et l'appareil évaporatoire, du moins par la construction, au type des messageries françaises telles que l'Impératrice et le Cambodge. Tandis que, suivant les calculs des ingénieurs, ceux-ci peuvent embarquer un poids d'eau égal à leur propre poids avant de sombrer, les bateaux de la compagnie péninsulaire, le Golconda, le Coréa et enfin le Rangoon, ne pourraient pas embarquer le 6e de leur poids sans couler par le fond. Donc, par le mauvais temps, il convenait de prendre de grandes précautions. Il fallait quelquefois mettre à la cape sous petite vapeur. C'était une perte de temps qui ne paraissait affecter Phileas Fogg en aucune façon, mais dont Passepartout se montrait extrêmement irrité. Il accusait alors le capitaine, le mécanicien, la compagnie, et envoyait au diable tous ceux qui se mêlent de transporter des voyageurs. Peut-être aussi la pensée de ce bec de gaz, qui continuait de brûler à son compte dans la maison de Saville Row, entrait-elle pour beaucoup dans son impatience. « Mais vous êtes donc bien pressé d'arriver à Hong Kong, lui demanda un jour le détective. « Très pressé, répondit Passepartout. Vous pensez que Mr. Fogg a hâte de prendre le paquebot de Yokohama? Une hâte effroyable. Vous croyez donc maintenant à ce singulier voyage autour du monde? Absolument. Et vous, monsieur Fix? Moi? Je n'y crois pas. Farceur, répondit Passepartout en clignant de l'œil. Ce mot laissa l'agent rêveur. Ce qualificatif l'inquiéta sans qu'il sût trop pourquoi. Le français l'avait-il deviné? Il ne savait trop que penser. Mais sa qualité de détective, dont seul il avait le secret, comment Passepartout aurait-il pu la reconnaître? Et cependant, en lui parlant ainsi, Passepartout avait certainement eu une arrière-pensée. Il arriva même que le brave garçon alla plus loin un autre jour, mais c'était plus fort que lui, il ne pouvait tenir sa langue. « Voyons, monsieur Fix, demanda-t-il à son compagnon d'un ton malicieux, est-ce que, une fois arrivé à Hong Kong, nous aurons le malheur de vous y laisser ?» Mais, répondit Fix assez embarrassé, je ne sais, peut-être que... Ah, dit Passepartout, si vous nous accompagniez, ce serait un bonheur pour moi. Voyons, un agent de la compagnie péninsulaire ne saurait s'arrêter en route. Vous n'alliez qu'à Bombay et vous voici bientôt en Chine. L'Amérique n'est pas loin, et de l'Amérique à l'Europe, il n'y a qu'un pas. Fix regardait attentivement son interlocuteur, qui lui montrait la figure la plus aimable du monde, et il prit le parti de rire avec lui. Mais celui-ci, qui était en veine, lui demanda si ça lui rapportait beaucoup, ce métier-là. « Oui et non, répondit Fix sans sourciller, il y a de bonnes et de mauvaises affaires, mais vous comprenez bien que je ne voyage pas à mes frais. »« Oh, pour cela j'en suis sûr, s'écria Passepartout riant de plus belle. La conversation finie, Fix rentra dans sa cabine et se mit à réfléchir. Il était évidemment deviné. D'une façon ou d'une autre, le Français avait reconnu sa qualité de détective. Mais avait-il prévenu son maître? Quel rôle jouait-il dans tout ceci? Était-il complice ou non? L'affaire était-elle éventée et par conséquent manquée? L'agent passa là quelques heures difficiles, tantôt croyant tout perdu, tantôt espérant que Fogg ignorait la situation, enfin, ne sachant quel parti prendre. Cependant le calme se rétablit dans son cerveau, et il résolut d'agir franchement avec Passepartout. S'il ne se trouvait pas dans les conditions voulues pour arrêter Fogg à Hong Kong, et si Fogg se préparait à quitter définitivement cette fois le territoire anglais, lui, Fix, dirait tout à Passepartout. Ou le domestique était le complice de son maître, et celui-ci savait tout, et dans ce cas l'affaire était définitivement compromise, ou le domestique n'était pour rien dans le vol, et alors son intérêt serait d'abandonner le voleur. Telle était donc la situation respective de ces deux hommes, et au-dessus d'eux, Phileas Fogg planait dans sa majestueuse indifférence. Il accomplissait rationnellement son orbite autour du monde, sans s'inquiéter des astéroïdes qui gravitaient autour de lui. Et cependant, dans le voisinage, il y avait, suivant l'expression des astronomes, un astre troublant qui aurait dû produire certaines perturbations sur le cœur de ce gentleman. Mais non, le charme de Miss Aouda n'agissait point, à la grande surprise de Passepartout, et les perturbations, si elles existaient, eussent été plus difficiles à calculer que celles d'Uranus qui ont amené la découverte de Neptune.
Oui, c'était un étonnement de tous les jours pour Passepartout qui lisait tant de reconnaissance envers son maître dans les yeux de la jeune femme. Décidément, Phileas Fogg n'avait de cœur que ce qu'il en fallait pour se conduire héroïquement, mais amoureusement, non. Quant aux préoccupations que les chances de ce voyage pouvaient faire naître en lui, il n'y en avait pas trace. Mais Passepartout, lui, vivait dans des transes continuelles. Un jour, appuyé sur la rambarde de la salle des moteurs, il regardait la puissante machine qui s'emportait parfois, quand dans un violent mouvement de tangage, l'hélice s'affolait hors des flots. La vapeur fusait alors par les soupapes, ce qui provoqua la colère du digne garçon. Elles ne sont pas assez chargées, ces soupapes, s'écria-t-il. On ne marche pas. Voilà bien ces Anglais. Ah, si c'était un navire américain, on sauterait peut-être, mais on irait plus vite.